Les règles du débat, vous les connaissez. On va avoir cette introduction faite par Agnès Verdier-Molinier, dont la mémoire des chiffres et l'expertise des chiffres est à nul autre comparable, qui est à la tête d'un institut très valeureux qui s'appelle l'IFRAP et qui eh bien, est un think tank, puisque c'est ainsi qu'on les appelle, ou une fondation dans laquelle on réfléchit. Et je dirais qu'on réfléchit un peu différemment de ce qu'on peut faire dans d'autres cercles qui sont plus convenus. Agnès a un franc-parler certain et un regard sur l'actualité et sur la vie économique qui est particulièrement aiguisé. Donc je vais lui donner la parole, après quoi eh bien, nous débattrons avec 8 intervenants à la tribune et on fera qu'on réserve un petit peu de place pour que les uns et les autres puissent en fin de parcours, c'est-à-dire dans le dernier quart d'heure, puissent répondre à vos questions, puisque j'imagine qu'elles seront nombreuses. Donc je vais laisser la parole à Agnès Verdier-Molinier, qui pourrait parler jusqu'à ce soir fort tard, mais je lui ai demandé cette fois d'être particulièrement brève, et donc en 10 minutes, elle va vous brosser un portrait de cette France, justement, et des réformes qui ont été engagées depuis 1 an et demi, 18 mois, et leur impact sur eh bien, l'économie et sur vos professions libérales. Agnès, c'est à vous. Merci Yves, merci à tous, merci de m'avoir invité à ce beau congrès. Je vais essayer de tenir le timing qui m'a été imparti. Avec ce nouveau gouvernement, il y a 18 mois, on pouvait penser que ce serait un gouvernement extrêmement favorable aux indépendants. Le président de la République l'avait dit, les indépendants doivent pouvoir choisir un régime social, et on pourrait ajouter fiscal, mais bon, c'est peut-être pas le moment, qui ne rend pas dépendant. Ça, c'était un engagement important. On a, vous le savez, un macronomètre avec Le Figaro. Toutes les semaines, on met une note sur 10. La réforme du RSI, cette suppression, entre guillemets, du RSI, on a mis 4 sur 10. Pourquoi on a mis 4 sur 10 ? Parce qu'on considère que ce n'était pas ça qu'il fallait faire. Il ne fallait pas adosser au régime général. Il fallait donner justement plus de souplesse et d'indépendance aux indépendants. Ça nous paraissait absolument nécessaire. Pourquoi est-ce que nous avons cette conviction ? Nous avons cette conviction parce que dans tous les pays alentours, on taxe moins les indépendants pour financer le modèle social. Les cotisations sont beaucoup plus faibles. On peut faire le tour d'Europe, mais que ce soit les Hollandais qui sont à 33%, les Allemands qui sont à 14,6%, les Britanniques qui sont à 9%, vous voyez que même avec les baisses de cotisations liées à la bascule, cotisations, CSG, etc., tout ce qui s'est passé dernièrement, je ne vais pas revenir dans tous les détails, je n'ai pas le temps, on est toujours à 42%. Donc c'est trop, c'est beaucoup trop. Et ce vers quoi il faudrait aller, par rapport au poids du modèle social français, c'est plutôt vers des capacités d'arbitrage, c'est-à-dire, oui, on prend une assurance de base, mais derrière, on s'assure dans le privé pour ce qu'on choisit, sur la maladie professionnelle, sur l'accident du travail, sur toutes ces questions-là, peut-être sur les jours de carence. On sait qu'il y a 8 jours de carence pour les indépendants, il y en a 3 pour les salariés. On pourrait très bien imaginer des dispositifs qui soient beaucoup plus flexibles, avec du choix, comme c'est le cas ailleurs. Le risque aujourd'hui, il est que petit à petit, on réaugmente les cotisations des indépendants pour les aligner sur le régime général. Et ça, c'est plus de 15 points potentiels. Donc, pour moi, le risque, il est là. D'où le fait qu'on ait dit, non, ce n'était pas la suppression totale du RSI, c'était la modification des propositions assurantielles du RSI, avec de la flexibilité. C'est ça qu'il fallait. Mais vous savez bien que le coup de canif dans la Sécu, c'est très compliqué à faire, parce qu'une fois qu'on pourrait dire les indépendants ont plus de choix, derrière, tout le monde demanderait aussi plus de choix. Et c'est la boîte de Pandore qu'on ouvre, et on voit bien que ça n'a pas été le choix gouvernemental, et on sait pourquoi. Deuxième sujet que je veux aborder avec vous, le prélèvement à la source, pour les indépendants. On voit que l'administration fiscale est très inquiète des majorations potentielles, artificielles, de revenus qu'il pourrait y avoir cette année,
en 2018. Toujours la crainte de l'effet d'aubaine. Et là, les indépendants vont être beaucoup plus scrutés que les salariés en général sur leurs revenus des années antérieures. Et on va regarder si la hausse était normale, si elle était pérenne, si ça a bien augmenté de 2017 à 2018 à 2019. Et puis si en 2019, ça n'a pas autant augmenté que ça, on considérera qu'il y a une fraude en 2018. Et il y aura du rattrapage fiscal derrière. Là, on peut dire qu'il y a une inéquité dans la façon d'aborder les choses et d'appliquer le prélèvement à la source. La complexité sera là. Et on peut se demander s'il est logique d'avoir un système qui incite finalement quasiment à travailler moins cette année pour éviter d'avoir des redressements fiscaux derrière. Je ne sais pas, peut-être beaucoup d'entre vous se sont posé déjà la question, mais est-ce que c'est ça un système qui incite à créer plus de richesses, à sortir par le haut, à finalement valoriser le travail? L'autre sujet, c'est évidemment le prélèvement à la source pour les salariés des indépendants. Là, beaucoup d'entre vous se posent la question. Évidemment, on a affaire à de petites structures, plutôt petites, avec évidemment des structures qui n'ont pas de DRH, vous l'avez dit à ma place, et donc qui vont devoir répondre en direct aux questions de leurs salariés sur le prélèvement à la source. Et je l'ai dit dans mon dernier livre, En marche vers l'immobilisme, un livre où je parlais déjà du ras-le-bol fiscal qui allait potentiellement revenir. Je crains beaucoup le début d'année 2019 par rapport à cette question du prélèvement à la source et par rapport à toutes les questions que vont devoir finalement avoir à aborder contre leur gré les employeurs de ce pays, qu'ils soient des employeurs indépendants, qu'ils soient des employeurs de plus grosses structures, de TPE, de PME, de TI. Donc là, grosse question par rapport à la complexité supplémentaire et par rapport au fait que nos indépendants ne sont pas traités de la même manière que les salariés. J'ai eu d'ailleurs des indépendants qui me disaient qu'eux, ils voulaient faire des recours au Conseil constitutionnel sur finalement l'inéquité de traitement devant l'impôt. La question du chômage, c'est une question un peu piège. Parce que qui dit chômage dit cotisation chômage. Alors, c'était une promesse de campagne du président de la République de dire finalement que les indépendants pourraient avoir accès au chômage et que c'était une couverture universelle vers laquelle on allait. Attention, tout ça est très compliqué. Pour l'instant, ce qui a été voté dans la loi Avenir professionnel, c'est 800 € par mois pendant 6 mois, à condition qu'on ait travaillé pendant 2 ans, avec 10 000 € de revenus par an et qu'on soit en liquidation judiciaire. Bon, autant dire qu'on est quand même dans un contexte extrêmement contraint. Les textes ne sont pas passés, donc il n'y a pas de décret et il y a une nouvelle négo chômage en ce moment, donc il peut sortir encore des tas de choses qui seraient différentes de ce qui a été adopté. Moi, je voudrais alerter sur le fait que ce n'est pas forcément un besoin des indépendants d'avoir une assurance chômage. C'est d'ailleurs parce qu'ils veulent être indépendants qu'ils ont choisi ces métiers-là. Et ils n'ont pas de demande là-dessus. Ils demandent plutôt un allègement du poids du système social plutôt qu'un renchérissement du poids du système social. On ne va pas y revenir, mais sur cette question du chômage, méfiance, parce que ça peut être aussi l'effet rattrapage dont on a parlé tout à l'heure, les 15 points ou 17 points de cotisation en plus, tout à fait impossible à payer du point de vue de l'indépendant qui paie à la fois l'équivalent de la cotisation employeur et l'équivalent de la cotisation salariale. Ensuite, le dernier sujet hautement délicat, les retraites. Pendant très longtemps, la Fondation IFRAP, on a dit qu'il faut un régime équitable, identique pour tous, etc., à condition, quand on finance 1 € dans la machine, on cotise, de l'autre côté, il faut avoir le même niveau de droit à pension en face. Et ça fait longtemps qu'on parle de l'inéquité qui existe entre retraite du secteur public et du secteur privé. Mais les indépendants sont à part. Ils n'ont pas du tout les mêmes taux de cotisation que les autres. Vous le savez bien, comme moi. C'est 28% pour les salariés du privé, la totalité. Alors je parle de la totalité, retraite de base, retraite complémentaire, cotisation employeur et cotisation salariale. Mais les kinés sont à 10%, les pharmaciens à 15%,
etc., etc. Enfin, je ne vais pas vous refaire l'histoire. Là aussi, on a un énorme risque de remontée des taux de cotisation et de siphonnage des réserves qui existent. Il y a 21 milliards de réserves. Donc, aujourd'hui, notre position est de dire que les indépendants doivent être traités à part et ne pas se retrouver dans un système unifié tel qu'il a été pensé, parce qu'on va détruire complètement les équilibres qui existent à ce stade. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas penser à un système avec moins de coûts de gestion, avec moins de caisses différentes, etc. Ça, c'est tout à fait possible d'y réfléchir. Mais attention à l'effet siphonnage qui permet de financer, dans les premières années, des écarts subsistants entre retraite publique et privée, par exemple, parce qu'on a vu certains syndicats de DRH du secteur public écrire que les réserves qui existaient serviraient à amortir la convergence des cotisations sur les primes dans le secteur public. Je ne sais pas si vous avez envie que vos réserves servent à ça. En tout cas, c'est une possibilité, c'est une réflexion syndicale qui est menée régulièrement, et on voit bien qu'il y a aussi une volonté, notamment du côté de la CGT et des syndicats de salariés, de faire cotiser au maximum pour éviter de conserver des pensions en capitalisation à côté. Et ça aussi, c'est un sujet. Avoir des pensions en capitalisation avec des montants qui tiennent la route dans les prochaines années, ça va être d'autant plus difficile si on a ce grand maelstrom qui se forme dans la réforme de Jean-Paul Delevoye. Mais rassurez-vous, pour l'instant, la réforme des retraites, elle est prévue pour 2025, elle n'est pas très bien emmanchée, on n'en connaît pas énormément des détails, mais là, je vous donne les risques à venir. Finalement, il ne s'est pas passé grand-chose depuis le début du quinquennat pour alléger la charge sur nos indépendants et susciter plus de vocations, alors que c'est aussi l'avenir de créer plus de postes dans le secteur du travail indépendant. Je crois qu'il va falloir être extrêmement vigilant. Je ne veux pas dresser un tableau noir, l'actualité s'en charge très largement à ma place, mais il y aura des vigilances importantes à avoir dans les prochains mois, parce qu'on n'aura pas forcément un meilleur système, moins cher, plus efficace, mieux géré, en tout cas avec les signaux faibles qu'on a en ce moment. Merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que j'ai tenu mon timing.